Au début de l'ère chrétienne, il n'existait à l'emplacement du Vatican que des jardins impériaux, propriété d'Agrippine l'aînée. Son fils Caligula y fit construire un stade. Au centre de la Spina, il fit ériger un obélisque qu'il fit ramener d'Égypte et sur lequel il fit graver une inscription en l'honneur de ses deux prédécesseurs, Auguste et Tibère. Cette reconstitution montre l'aspect de la zone au 1er siècle, avec le Circus Vaticanus au premier plan. Celui-ci est longé par la Via Cornelia, au bord de laquelle s'est établie une nécropole. La présence de cette nécropole doit être liée au fait que, sous Néron, de nombreux chrétiens furent martyrisés dans le stade. C'est en particulier au pied de l'obélisque qu'aurait été crucifié l'apôtre Pierre. Sa tombe aurait été établie dans la nécropole jouxtant la Via Cornelia. C'est entre 326 et 333 que Constantin construisit une grande basilique précédée d'un atrium. Pour cela fut démolie la partie nord du Circus Vaticanus. Au niveau du chœur fut construite une abside sous laquelle était située la tombe présumée de Saint-Pierre. Celle-ci deviendra le point focal de tous les aménagements futurs de la basilique. La basilique fut également construite au-dessus de la nécropole où étaient enterrés de nombreux martyrs. Au sud-est de la basilique avaient été construits antérieurement 2 mausolées impériaux circulaires qui furent, au 8e siècle, convertis en chapelles Sainte Pétronille et Saint-André. En avant de ces chapelles se dressait l'obélisque. Pendant la période de la papauté d'Avignon et du Grand Schisme, l'antique basilique, déjà affectée par l'usure du temps, ne fut pas entretenue et était dans un état assez délabré lors du retour des papes à Rome. L'aspect intérieur de la basilique Saint-Pierre au XVe siècle nous est révélé par une miniature de Jean Fouquet relatant le couronnement de Charlemagne. Dans le fond, au-delà de l'arc triomphal, se devine la forme arrondie de l'abside. À cette époque, la basilique était encore couverte d'une charpente en bois. Le premier projet de transformation date de l'époque du pape Nicolas V. Il fut confié à Bernardo Rossellino, qui proposa de remplacer les charpentes de bois par des voûtes d'arêtes et de créer un chœur dans l'alignement de la nef centrale. Les travaux commencèrent au niveau du nouveau chœur, mais s'interrompirent à la mort du pape. Il fallut attendre l'avènement du pape Jules II pour qu'un nouveau projet apparaisse. Le pape en confia l'élaboration à un architecte milanais installé depuis peu à Rome, Donato Bramante. Cette époque était celui d'un étonnant renouvellement dans tous les domaines de la pensée et de l'art, qualifiés de Renaissance au XIXe siècle. En ce qui concerne l'architecture, ce renouveau était né en premier lieu de la redécouverte de l'art antique et en particulier des écrits de Vitruve, un grand architecte mort au 1er siècle de notre ère. Une fois qu'ils eurent assimilé les concepts théoriques antiques, les penseurs du XVe siècle se mirent à appliquer ces concepts à l'art de la construction et, en particulier, en ce qui concerne mon propos, à la réalisation de plans d'église. L'un de ces penseurs, Léonard de Vinci, a dessiné dans ses carnets secrets un ensemble de plans qui correspondent, selon moi,
exactement aux conceptions de l'époque. Le plan 1 est organisé autour d'une coupole centrale sur tambour octogonal et comporte 4 bras égaux surmontés de coupoles latérales formant une croix grecque. Ces 4 bras sont circonscrits dans un carré. Dans l'intervalle des 4 bras ont été créées des salles rondes dépassant du carré de base pour former des pseudo-absides. Le plan 2 est de forme semblable au plan 1, quoique plus complexe. Le plan 4 se compose de 2 éléments dissemblables. La partie supérieure de ce plan comporte une structure carrée avec une coupole octogonale sur tambour, 4 bras de la croix grecque, dont 3 terminés par des absides. Dans l'intervalle des bras de la croix, Léonard de Vinci a décidé 4 salles intermédiaires. Quant à la partie inférieure, elle est de facture plus traditionnelle, avec une nef cantonnée de 2 côtés et 2 clochers encadrant le porche. La seule innovation étant de relier la partie supérieure et les clochers par une colonnade. Un autre grand précurseur de l'architecture du XVe siècle fut Léon Battista Alberti, qui rédigea un ouvrage inspiré de Vitruve appelé De Re Aedificatoria. 2 dessins témoignent bien de l'alternative entre le plan centré et l'adaptation à la croix latine des conceptions nouvelles, avec en particulier l'utilisation de la coupole centrale. On peut penser que Léon Battista Alberti devait privilégier la croix latine, car selon son dessin, elle était la transcription architecturale du corps humain. Or, le corps humain, selon les conceptions de l'époque, a été créé à l'image de Dieu. À ces conceptions architecturales pures s'ajoutaient aussi les recherches stylistiques dans le domaine de la peinture, avec élaboration de modèles qui n'avaient plus rien à voir avec la structure médiévale des églises. Ainsi, le pape Jules II avait l'occasion de contempler le tableau du Pérugin peint en 1482 sur les murs de la chapelle Sixtine, figurant la remise des clés à Saint-Pierre sur l'esplanade en avant du temple de Jérusalem. Les théoriciens de l'architecture nouvelle s'accordaient donc, au niveau du plan des églises, sur 2 principes: l'emploi d'une coupole centrale et l'utilisation systématique de la symétrie pour les structures entourant cette coupole. Par contre, ils hésitent sur la forme d'ensemble des églises, avec utilisation soit de la croix latine, soit de la croix grecque. Ce fut sur cette dernière caractéristique que se concentra le débat autour du pape Jules II, à qui Bramante présenta de nombreux projets qui furent probablement l'objet d'âpres discussions. Les tenants de la croix grecque se basaient sur le fait que la basilique Saint-Pierre était organisée autour de la tombe de l'apôtre. Cette tombe pourrait prendre place au centre de l'espace dominé par le dôme. L'utilisation de chapelles de plan carré était alors connue, à la fois pour les chapelles sépulcrales et pour les baptistères. Leurs adversaires formulaient 2 arguments pour contrer ce projet. D'abord, la basilique de Constantin était établie sur une antique nécropole qui devait contenir les restes de nombreux martyrs, et une église de plan carré ne pourrait pas les recouvrir. Le deuxième argument était pratique. 3 des bras de la croix étant affectés au chœur et au transept, il ne resterait plus qu'un bras qui serait affecté à la nef, ce qui serait notoirement insuffisant, à la fois pour accueillir les fidèles,
et pour organiser les processions. En fait, il est probable que les deux opinions furent conciliées par le pape dans un projet hybride associant un chœur en forme de croix grecque prolongé par la nef de la basilique constantinienne. Cette hypothèse repose sur 3 documents, dont 2 sont de la main même de Bramante. Le premier croquis représente le schéma de principe envisagé par Bramante pour la reconstruction du chevet de la basilique. On retrouve sur ce plan une structure ressemblant au schéma théorique précédemment mentionné, avec 2 des 4 piliers devant soutenir la coupole, 3 des bras de la croix terminés par des absides dépassant du plan carré, et 2 des 4 coupoles latérales. Ces dernières étaient ouvertes sur 4 côtés vers les bras de la croix et vers l'extérieur par un portique à 2 colonnes. Enfin, dans les angles, Bramante avait prévu de construire les clochers afin de délimiter une emprise totale carrée. Ce projet pourrait faire penser à un plan carré sur croix grecque à 4 bras égaux. Pourtant, cette idée est contredite par un second croquis qui montre la manière dont Bramante envisage l'adaptation de son projet théorique à la basilique paléo-chrétienne. Sur ce plan sont figurés l'aspect existant de la basilique et le projet de Bramante. En noir est surlignée la structure de la basilique constantinienne. En bleu, les murs construits par Rossellino pour créer un nouveau chœur et une coupole centrale. J'ai coloré en rouge les traits dessinés par Bramante pour la nouvelle basilique. On reconnaît facilement 3 des piliers destinés à supporter les arcades portant la voûte. Ces 3 piliers encadrent l'abside, surmontant le sépulcre de Saint-Pierre. Celui-ci se trouvera alors au centre de l'aire dominé par la coupole. Sur le plan apparaissent aussi les bras est et sud de la croix grecque, ainsi que les emplacements des coupoles latérales sud-est et sud-ouest. De même est dessiné un des clochers de coin, ainsi que les portiques reliant les coupoles latérales à l'extérieur. Vers l'ouest, par contre, il semble bien que Bramante ait choisi, au moment de la rédaction de ce plan, de créer une nef rectiligne se raccordant avec les antiques structures de la basilique constantinienne, comme le voulaient les partisans de la conservation de la forme de croix latine. À quoi aurait pu ressembler la nouvelle construction ? On peut le savoir grâce à une médaille commémorative qui fut frappée en 1508 à l'occasion du début des travaux. Cette médaille nous permet de donner des informations sur ce qu'aurait été l'aspect de la basilique, sans doute sur sa face est, si le projet de Bramante avait été réalisé. La basilique aurait été surmontée d'un imposant dôme demi-sphérique, ressemblant à celui du Panthéon, porté sur un tambour. 3 des bras de la croix sont visibles, ainsi que l'abside entourée en contrebas par un portique. Enfin, entre les bras de la croix et les clochers, on aperçoit les coupoles latérales et les portiques à 2 colonnes qui les précèdent. Les travaux de démolition de la partie est de la basilique et le début de la reconstruction avaient déjà été entrepris quand le chantier fut arrêté du fait de la mort du pape Jules II en 1513, qui fut suivi un an plus tard par celle de Bramante. De quelle manière Bramante aurait-il fait évoluer son projet ? Serait-il resté au plan dessiné sur le second croquis, ou serait-il revenu au plan carré et à la croix grecque ?
On ne le sait pas, même si beaucoup, actuellement, supposent que le plan du second croquis aurait été plutôt réalisé. De 1514 à 1546, 3 architectes se succédèrent à la direction du chantier. Ils eurent à la fois à superviser la continuation des travaux en cours sur la partie est et à concevoir ce que serait la continuation des travaux vers l'ouest. On a conservé pour chacun d'entre eux le plan d'ensemble qu'ils imaginèrent. Le premier plan est celui de Raphaël, qui présida aux travaux de reconstruction de la basilique de 1514 à 1520, date de sa mort. Son plan est en grande partie la continuation de celui supposé de Bramante. Il conserva les 3 bras de la croix déjà partiellement construits et les piliers devant supporter la coupole, et il créa une nef alignée sur ces piliers pourvue de 2 bas-côtés. Ce plan revenait, ipso facto, à créer une croix latine. À Raphaël succédèrent 2 architectes, Antonio de San Gallo et Baldassare Peruzzi. Chacun avait une conception différente de la manière dont il fallait terminer la construction. Baldassare Peruzzi prônait le retour à un plan centré en forme de croix grecque. Par contre, Antonio de San Gallo établit un plan plus complexe, associant un plan centré et un avant-corps pourvu de 2 clochers latéraux. La structure prévue par San Gallo reprend ce qui a été déjà construit. Ainsi, la coupole centrale est cantonnée de 4 coupoles latérales donnant sur l'extérieur. Antonio de San Gallo, vu son âge, estima qu'il lui serait impossible de terminer sa vie durant la construction de la basilique telle qu'il la concevait. Il décida de réaliser une maquette en bois qui pourrait servir de base à ses successeurs. Cette maquette a été conservée. Elle donne une idée de ce qu'aurait été la basilique Saint-Pierre si son plan avait été suivi des faits. Cette première gravure, dessinée à partir de la maquette, montre l'aspect de la façade latérale. L'imposante coupole domine par son envergure l'ensemble de la construction. Elle est posée sur un double tambour à arcade et est dominée par un haut clocheton. Les absides demi-circulaires, terminant les bras de la croix, comportent, comme les tambours, des rangées d'arcades formant colonnade sur la partie haute. Les coupoles latérales sont précédées d'un porche terminé par un fronton. Par contre, les clochers de coin ont disparu. Cette structure, avec rentrant et saillant, possède une grande unité grâce aux 3 corniches horizontales qui font le tour de l'édifice. La corniche inférieure à métope souligne tout particulièrement l'élévation des murs. En avant de la basilique proprement dite, l'avant-corps de façade est surmonté de son haut clocher. On retrouve les mêmes éléments au niveau de la façade ouest. Selon moi, elle paraît écrasée à la fois par la coupole et par les 2 hauts clochers. Parallèlement à l'élaboration de cette maquette, San Gallo termina les hautes arcades devant porter la coupole. C'est ce que montrent les dessins réalisés par un artiste venant des Pays-Bas, Maarten van Heemskerck, qui visita Rome dans les années 1532-1536 et en fit de nombreux dessins au lavis. Ces 3 premiers dessins permettent de constater que les arcades devant porter la coupole étaient alors terminées. Le 4e dessin montre l'aspect intérieur de la basilique. Au premier plan, on reconnaît les murs de la basilique constantinienne tels que Jean Fouquet l'avait représenté,
ainsi que l'édicule construit au niveau de la tombe de Saint-Pierre. À l'arrière sont dessinés les arcades et murs de la nouvelle basilique. À cet égard, il va de soi que pendant tout le temps de la reconstruction, l'ancienne basilique sera toujours utilisée. En 1546, Antonio de San Gallo meurt. Le pape Paul III fait alors appel à Michel-Ange pour prendre la direction du chantier. Celui-ci, alors âgé de 71 ans, assurera la direction de la reconstruction jusqu'à sa mort. L'œuvre de Michel-Ange à Saint-Pierre de Rome sera l'objet d'une vidéo spécifique, tant elle est importante.